Dans les longs et sombres chapitres de l'histoire de la cruauté humaine, rares sont les châtiments qui ont frappé le monde avec autant d'horreur et de fascination que l'ancienne pratique chinoise connue sous le nom de lingxi, la mort par 1000 coupures. Ce n'était pas une simple exécution. C'était une démonstration de pouvoir délibéré, impitoyable, et conçue pour briser non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Pendant plus d'un millénaire, elle demeura l'avertissement le plus terrifiant de l'Empire, réservé à ceux qui osaient commettre les crimes les plus graves, trahison, rébellion ou défi envers le trône. Le lingxi n'avait pas pour but de tuer rapidement. La mort était inévitable, mais elle n'en était pas l'objectif principal. La véritable finalité était la souffrance, prolongée sur des heures, parfois sur des jours, transformant la punition en spectacle et la cruauté en rituel. Devant des centaines de témoins, le condamné ne mourait pas simplement, il était dépouillé de toute dignité, morceau par morceau. Ce qui le rendait le plus glaçant n'était pas le sang ni les cris, mais la précision. Chaque coupure, chaque instant, était soigneusement planifié par des bourreaux formés au secret du corps humain, des hommes qui savaient exactement comment maintenir leur victime en vie et consciente, l'obligeant à endurer chaque seconde de sa propre destruction. C'était la cruauté élevée au rang d'art funeste. Le supplice ne s'achevait pas avec la victime. Ceux qui assistaient à la scène gardaient ces images pour le reste de leur vie, hantés par ce qu'ils avaient vu, un rappel vivant du sort qui attendait quiconque oserait défier la volonté impériale. Dans une société bâtie sur une hiérarchie stricte et une obéissance absolue, le lingxi était la conséquence ultime pour quiconque sortait de sa place. Pourtant, derrière l'horreur se cachait quelque chose de plus profond, un reflet des forces politiques, culturelles et philosophiques qui façonnèrent la Chine pendant des siècles. Comprendre le lingxi, c'est comprendre comment le pouvoir agit lorsqu'il devient absolu, et comment la peur peut être aiguisée jusqu'à devenir une arme. Bien que cette pratique ait été abolie en 1905, son ombre persiste, un écho glacial dans notre compréhension de la justice, de la punition et de la capacité humaine à infliger la cruauté. Les historiens estiment que des milliers de personnes subirent ce sort, bien que les chiffres exacts se soient perdus avec le temps. Ce qui subsiste, ce sont des documents épars, des récits de missionnaires et les témoignages de ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux. Un cas en particulier révèle toute l'horreur de ce rituel, l'exécution d'un général de la dynastie Ming accusé de trahison. À travers son histoire, nous voyons non seulement la mécanique du lingxi, mais aussi le terrible prix du pouvoir absolu, et le coût payé par ceux qui osèrent s'y opposer. La dynastie Ming, qui régna de 1368 à 1644, se tenait au sommet de la grandeur impériale et pourtant, elle abritait certains de ses épisodes les plus sombres. Les empereurs, considérés comme les « fils du ciel », régnaient avec une autorité incontestée, exigeant une loyauté non seulement politique, mais presque divine. Dans ce monde rigide, remettre en question l'empereur n'était pas seulement interdit, c'était inimaginable. Dans cet ordre établi, l'armée occupait un rôle double et dangereux. Les généraux commandaient de vastes armées et protégeaient les frontières de l'Empire, mais leur pouvoir les rendait à la fois indispensables et menaçants. L'histoire était jalonnée d'empereurs renversés par leurs propres commandants, et la cour baignait dans la suspicion. La loyauté était constamment mise à l'épreuve, et la trahison réelle ou supposée se soldait par le châtiment le plus brutal imaginable. Dans le code légal Ming, 5 peines étaient reconnues, mais le lingxi était réservé aux crimes qui déchiraient l'équilibre cosmique lui-même, trahison, rébellion, parricide et certaines formes de sorcellerie. Selon la pensée confucéenne, l'harmonie entre le ciel, la terre et l'humanité dépendait de l'accomplissement par chacun de son rôle. Se rebeller contre l'empereur revenait à rompre l'ordre de l'univers, un péché qui exigeait la rétribution la plus extrême. À l'époque Ming, le lingxi avait évolué en un rituel rigoureusement chorégraphié, avec des règles précises dictant le nombre et l'emplacement des coupures. Les bourreaux s'entraînaient pendant des années pour maîtriser cet art, apprenant à prolonger la vie tout en la dépouillant, tranche après tranche, avec lenteur et préméditation. La scène de cette cruauté était toujours publique, marché, porte de ville là où les foules seraient les plus nombreuses. Des avis étaient affichés plusieurs jours à l'avance, garantissant que des milliers de personnes viendraient assister à l'exécution. Ces exécutions servaient plusieurs objectifs, divertir les foules, donner une leçon sévère d'obéissance, et surtout, renouveler publiquement le pouvoir impérial. Dans la Chine des Ming, même la cruauté portait le poids de la philosophie. Ancrée dans les idées bouddhistes de karma et les croyances confucéennes en la justice cosmique, beaucoup pensaient qu'une souffrance insupportable dans cette vie était soit une punition méritée pour des péchés passés, soit une épreuve nécessaire pour préparer l'âme à son prochain voyage. Cette croyance rendait plus facile, pour les masses, d'assister à une scène pareille et pour les fonctionnaires, de justifier un châtiment aussi indicible que le lingxi. Les érudits confucéens lui donnaient un vernis de droiture, le décrivant non pas comme une torture, mais comme la conséquence naturelle, voire nécessaire, du trouble apporté à l'équilibre du monde. Ce qui, pour le monde extérieur, pouvait sembler être une terreur organisée par l'État, était, pour eux, un acte visant à restaurer l'harmonie universelle. Mais les regards étrangers y voyaient autre chose.
Les missionnaires jésuites, arrivés à la fin de la période Ming, écrivirent avec horreur au sujet des exécutions auxquelles ils avaient assisté, leur stupeur contrastant violemment avec l'acceptation silencieuse des foules chinoises. Cette différence ne naissait pas seulement de la compassion ou de la cruauté, mais de deux visions profondément opposées de la justice. Le rituel du lynchi commençait bien avant que la première lame ne touche la chair. Des heures pouvaient s'écouler alors que le condamné était attaché à un cadre en bois spécialement conçu, chef-d'œuvre de cruauté, contraint d'attendre, exposé, totalement impuissant. Les maîtres bourreaux, connus sous le nom de Dao Bujang, étaient de véritables artisans de la douleur, formés durant des années à l'art de maintenir leur victime en vie, consciente et lucide. Ils commençaient par les extrémités, doigts, orteils, oreilles, nez, avant de passer aux muscles plus volumineux des bras et des jambes. Chaque entaille était pratiquée avec une lame d'une netteté parfaite. Un tranchant émoussé pourrait tuer trop vite, et tel n'était pas le but. Entre les coupures, le bourreau surveillait la respiration, le pouls et la couleur de la victime, s'arrêtant parfois pour offrir une gorgée d'eau ou un stimulant afin d'éviter toute perte de conscience. L'objectif n'était pas simplement de tuer, mais de faire de chaque battement de cœur une nouvelle vague d'agonie. Le tourment psychologique était tout aussi calculé. Le condamné était forcé d'observer son propre corps se désagréger en petites pièces, méthodiquement prélevées. La foule, loin d'être horrifiée, criait souvent des suggestions ou des insultes, certains allant même jusqu'à payer pour obtenir des morceaux de chair, persuadés qu'ils possédaient des vertus magiques ou médicinales. C'est dans cette machine de cruauté ritualisée que le général Liu Zhanglong allait finir par être entraîné. Pendant des décennies, Liu avait servi la dynastie Ming avec distinction. Ses campagnes sur la frontière septentrionale avaient repoussé les raids mongols, lui apportant gloire, faveur impériale et une richesse considérable. En 1542, il commandait une armée de plus de 30 000 hommes et gouvernait une province servant de rempart à la Chine contre les invasions. Mais à la cour Ming, le pouvoir n'était jamais en sécurité. Sa chute commença par un incident mineur indifférent au sujet de fournitures militaires. Des bureaucrates impériaux, jaloux de son influence et méfiants envers son indépendance, commencèrent à contester ses demandes. Ils murmurèrent que le général détournait des ressources à son profit. Les réponses de Liu étaient franches, celles d'un homme habitué à commander plutôt qu'à manier la diplomatie. Puis survint l'erreur fatale, il contourna la chaîne de commandement, écrivant directement aux fonctionnaires pour défendre ses actions. Ce qu'il voyait comme loyauté et clarté, la cour y vit arrogance et insubordination. Ainsi furent semées les graines de sa destruction. Lorsque le général Liu osa exprimer son opinion, critiquant certains fonctionnaires impériaux pour leur incompétence et proposant de nouvelles stratégies pour défendre la frontière, ses paroles devinrent une arme contre lui. Déformées par ses ennemis, elles furent présentées comme la preuve d'une ambition dangereuse et d'une loyauté vacillante. Le point de rupture survint avec un ordre que Liu croyait faux. Il reçut l'instruction de transférer une partie de ses forces à un autre commandant, mais les archives impériales suggèrent qu'il soupçonnait que cet ordre ne venait pas de l'empereur lui-même, mais de bureaucrates intrigants désireux d'affaiblir son pouvoir. Liu hésita, cherchant à vérifier l'ordre par les voies officielles. Cette pause, pourtant prudente, fut interprétée comme une rébellion ouverte. En quelques semaines, les accusations s'intensifièrent. Il n'était plus simplement désobéissant, il était désormais qualifié de traître. Les fonctionnaires affirmèrent avoir découvert des preuves qu'il projetait de se tailler un royaume indépendant à la frontière, en utilisant ses troupes loyales pour s'emparer de territoires échappant au contrôle impérial. Que ces accusations soient vraies ou fabriquées demeure un mystère, même pour les historiens modernes. Mais pour l'empereur, obsédé par la peur des coups d'état militaires et désireux de prouver son autorité absolue, la décision fut rapide. Liu fut arrêté et envoyé dans la capitale. Ses tentatives pour expliquer ses actes, pour jurer sa fidélité, ne comptèrent pour rien. Ironiquement, les qualités mêmes qu'il avait rendues précieux à l'Empire faisaient désormais de lui un danger aux yeux de son souverain. En prison, attendant son sort, Liu maintint son innocence. Les autres prisonniers se souvenaient non d'un homme effrayé par la mort, mais d'un homme écrasé par le poids de l'injustice, trahi par le système même auquel il avait consacré sa vie. Son procès ne fut qu'une formalité. Des témoins, sans doute contraints, témoignèrent contre lui. Ses propres lettres furent déformées pour prendre le langage de la rébellion, dépouillées de leur véritable sens. L'empereur déclara froidement que la clémence ne ferait qu'encourager d'autres généraux à tester les limites de la loyauté. Ainsi tomba le verdict, lynchi. La nouvelle de sa condamnation se répandit dans la capitale et au-delà. Pour beaucoup, c'était une occasion unique d'assister au châtiment le plus redouté de l'Empire infligé à un homme d'un rang aussi élevé. Les foules affluèrent vers la ville. Les marchands installèrent des étals, vendant nourriture et amulettes comme pour une fête, une célébration grotesque teintée d'une curiosité morbide. Les fonctionnaires impériaux transformèrent l'exécution en un véritable spectacle. L'heure de midi fut choisie pour bénéficier de la lumière maximale. Des estrades surélevées furent construites pour les dignitaires, tandis que le peuple se pressait vers l'avant pour obtenir la meilleure vue.
Les gardes maintenaient l'ordre mais ne cherchaient nullement à disperser la foule, l'empereur voulait autant de témoins que possible. Le général condamné fut promené à travers les rues dans une cage montée sur un chariot, sa silhouette visible de tous. Ceux qui avaient autrefois servi sous ses ordres racontèrent qu'il était assis droit, impassible, affrontant le regard de la foule plutôt que de le fuir. Certains affirmèrent y avoir vu une résignation silencieuse. D'autres jurèrent y avoir perçu un éclat de défi. Arrivé sur le lieu d'exécution, le rituel commença. Un fonctionnaire de la cour se tint devant la foule, lisant à haute voix les chefs d'accusation, la confession, qu'elle fût forcée ou authentique, et le décret de l'empereur. La lecture dura près d'1 heure, maintenant la foule dans un silence tendu. Ce n'était pas seulement un prélude, mais une transformation. Elle convertissait la brutalité qui allait suivre en une justice présentée comme cosmique. Puis, le maître bourreau s'avança. Un homme dans la cinquantaine, dont les mains, stables après des décennies de pratique, examinèrent chaque lame, testant leur tranchant sur un morceau de tissu. Ses assistants préparaient le cadre d'exécution, disposant les couteaux dans un ordre précis, suivant des traditions raffinées au fil des générations. Liu fut dépouillé de ses vêtements et ligoté. Les murmures se dissipèrent. L'atmosphère de fête se mua en quelque chose de primitif, le silence qui précède l'attaque d'un prédateur. Les enfants, juchés sur les épaules de leurs parents, regardaient avec un mélange d'impatience et de crainte. Les adultes tendaient le cou, incapables de détourner les yeux. Le premier coup vint une entaille superficielle sur la poitrine du général. Un frisson parcourut la foule. Le rituel de destruction venait de commencer. Ce premier coup était peu profond, presque cérémoniel. Il ne visait pas à affaiblir le général, et n'avait d'ailleurs pas cet effet. Il constituait la note d'ouverture d'une longue et terrible symphonie, destinée à préserver ses forces pour les tourments à venir. La réaction de Liu fut un souffle court, puis le silence. Ce silence deviendrait sa marque, une défiance stoïque que beaucoup décrivirent par la suite comme presque surhumaine. À partir de là, l'épreuve s'intensifia. Coup après coup, chaque entaille délibérée mettait à l'épreuve les limites de l'endurance humaine ainsi que celles des spectateurs. Certains s'évanouirent. D'autres détournèrent les yeux, pris de dégoût. Mais la plupart restèrent fixés sur la scène, envoûtés par un mélange d'horreur et de fascination, tandis que l'Empire exposait sa puissance suprême sur la vie et sur la mort. Les outils du Lingxi étaient des instruments de précision. Les couteaux principaux étaient étroits et d'une netteté effrayante, leurs lames de 10 cm forgées dans l'acier le plus pur, leurs manches conçues pour permettre des heures d'utilisation ininterrompues sans fatiguer la main. Les bourreaux en prenaient soin comme un artiste prend soin de ses pinceaux, aiguisant chaque lame avant le rituel sur de rares pierres à aiguiser importées de régions lointaines. Une lame parfaite tranchait net, infligeant une douleur intense tout en empêchant les saignements mortels, maintenant la victime éveillée, consciente, et souffrant aussi longtemps que possible. Au-delà des couteaux, les bourreaux utilisaient des dispositifs destinés à contrôler le corps, des liens semblables à des garrots pour ralentir le flux sanguin, des fers chauffés pour cautériser les vaisseaux qui saignaient trop. C'était l'anatomie mise au service de la cruauté, une connaissance intime des veines, des nerfs et du rythme du cœur humain, acquise au fil d'années d'apprentissage, non pas pour soigner, mais pour prolonger la souffrance. Le cadre d'exécution était lui-même une prouesse d'ingénierie sombre, du bois dur renforcé de fer, ajustable pour exposer chaque partie du corps tout en laissant la victime totalement impuissante. Des fils de mesure et de petites règles permettaient au bourreau de maintenir un espacement et une taille parfaits pour chaque entaille, comme s'il dessinait un plan de souffrance sur la chair humaine. Même les fournitures médicales servaient le même objectif funeste. Des poudres pour lutter contre l'infection, des teintures pour ranimer le condamné affaibli, tout était conçu pour qu'il survive assez longtemps afin de subir chaque étape du rituel. Beaucoup de ces préparations provenaient de la médecine traditionnelle, d'autres étaient issues d'expérimentations sur les condamnés. L'apparence même du bourreau faisait partie du théâtre. Vêtu de robe rouge pour dissimuler les tâches de son travail, paré d'un couvre-chef cérémoniel, il n'était pas vu comme un simple tueur, mais comme la main choisie de l'empereur pour rendre justice. Chaque geste était observé et consigné. Les scribes impériaux notaient chaque coup, son emplacement, la réaction de la victime, le temps durant lequel elle restait consciente. Ces documents n'étaient pas seulement des archives, mais aussi des manuels de formation pour les futurs maîtres de cet art macabre. Les connaissances des bourreaux rivalisaient avec celles des médecins les plus habiles, sauf que leur objectif n'était pas de guérir, mais de composer un chef-d'œuvre de douleur. Ils connaissaient la cartographie des nerfs, la circulation du sang, les mécanismes de défense du corps contre le choc. Ils pouvaient orchestrer la souffrance de la victime comme un chef dirige un orchestre, alternant des coupures vives et brûlantes avec des blessures profondes et lancinantes, afin qu'aucun instant de supplice ne devienne prévisible. Même l'esprit était un champ de bataille. Les bourreaux savaient que la peur et l'anticipation pouvaient amplifier la douleur 100 fois. En ralentissant le rythme, en laissant le condamné observer son propre corps se défaire, ils nourrissaient la terreur jusqu'à ce qu'elle devienne une forme de torture à part entière. Le Lingxi n'avait jamais pour seul but de mettre fin à une vie.
Il visait à étirer l'instant entre la vie et la mort en une éternité, une coupure après l'autre. Le bourreau lisait le corps du général comme un livre ouvert. Chaque souffle, chaque frisson, lui indiquait jusqu'où il pouvait aller. Une respiration qui s'accélérait signalait une douleur vive. Un souffle qui ralentissait avertissait d'une perte imminente de conscience. Lorsque le corps de Liu menaçait de s'éteindre, le bourreau faisait une pause, le ranimait avec une gorgée d'eau, une bouffée d'air ou une parole calculée de moquerie. La douleur, ici, relevait d'une science, et le maître savait comment la maintenir vivante. Il comprenait également l'étrange pouvoir de la peur. La terreur et l'agonie pouvaient inonder le corps d'adrénaline, maintenant un homme conscient bien plus longtemps que la nature ne l'aurait permis. En espaçant les coupures, en laissant Liu voir ce qui l'attendait, il l'enfermait dans un état de conscience aiguë, une prison dans la prison. Même les saisons jouaient leur rôle. L'été était préféré à l'hiver, la chaleur attirait davantage de sang vers la peau, rendant chaque blessure plus vive, chaque nerf plus réactif. Certains condamnés étaient même nourris ou affamés de façon stratégique dans les jours précédant l'exécution afin de préparer leur corps à endurer le plus longtemps possible. Rien n'était laissé au hasard, il s'agissait d'une torture non pas chaotique, mais d'un art délibéré et discipliné. L'endurance de Liu Zhanglong devint le sujet d'une légende murmurée. Certains juraient qu'il avait tout supporté dans un silence surnaturel, sans jamais pousser un cri durant les longues heures. D'autres affirmaient qu'il avait cédé rapidement, implorant la pitié et confessant des crimes qu'il avait auparavant niés. Peut-être que chaque témoin voyait ce qu'il avait besoin de croire, soit un héros supportant l'épreuve avec honneur, soit un traître écrasé sous le poids de la justice. Aux premières heures, les coupures étaient petites et précises, commençant par les doigts, les orteils et autres extrémités. Durant tout ce temps, Liu restait assis droit, les yeux fixés droit devant, refusant de reconnaître ceux qui le tourmentaient. Son silence troubla certains spectateurs, tandis que pour d'autres, il constituait la preuve de son innocence. Mais lorsque la lame atteignit les muscles plus larges, le corps commença à le trahir. Des tremblements apparurent dans ses mains et se propagèrent, sa respiration devint laborieuse, et une fine pellicule de sueur couvrit sa peau malgré la fraîcheur de l'air. Certains spectateurs furent satisfaits, impatients de le voir faiblir, d'autres semblèrent troublés, s'attendant à ce que le grand général cède plus tôt. Le tournant survint lorsque le couteau atteignit son visage. De petites coupures tracèrent des lignes autour de ses yeux et de sa bouche, des blessures qui menaçaient de lui retirer la vue et la parole. À cet instant, le soldat inébranlable céda la place à un homme contemplant l'abîme de sa propre mortalité. Certains dirent qu'il cria alors, non de douleur, mais dans une prière désespérée adressée à ses ancêtres pour qu'ils témoignent de son innocence. D'autres jurèrent qu'il resta silencieux jusqu'au bout, refusant à ses ennemis la satisfaction. Au fil des heures, la perte de sang, le choc et l'épuisement commencèrent à le pousser vers la limite. Le rythme lent et mesuré du début fit place à une cadence plus pressée, le bourreau étant contraint de travailler plus vite pour maintenir l'homme en vie assez longtemps pour que la foule voie le dénouement. Les médecins de la cour, observant à proximité, notèrent les signes. Sa peau prit la teinte gris cendrée d'un corps quittant la vie, ses mouvements ralentirent, ses réponses nerveuses s'émoussèrent. Et puis, presque sans cérémonie, ce fut terminé. Sa respiration s'affaiblit, devint immobile, puis s'arrêta. Pas de dernière parole. Pas de défi dramatique. Juste le départ silencieux d'un homme dont le corps avait été démonté morceau par morceau au cours d'une journée interminable. L'Empire avait fait passer son message. Les commandants militaires de toute la Chine comprirent l'avertissement, la loyauté et le succès ne les protégeraient pas de la colère de l'empereur. Pourtant, en envoyant ce message, la cour avait également planté une graine de doute. L'histoire de la mort de Liu Zhanglong se répandit jusqu'aux confins du royaume à la fois comme dissuasion et comme condamnation chuchotée, une ombre qui entrait la dynastie Ming pendant des années. À travers l'Empire, le message était clair et terrifiant. L'habileté, la loyauté et des années de service fidèle ne comptaient pour rien face à la suspicion impériale. Les officiers militaires commencèrent à modifier leur comportement, ne cherchant plus des victoires audacieuses, mais l'invisibilité. La prudence remplaça l'ambition. Le plus grand danger n'était plus l'ennemi au-delà des frontières, mais le regard de l'empereur. Ce changement vida l'Empire de son esprit combatif. En tentant de se prémunir contre la rébellion, la cour avait commencé à affaiblir les forces même sur lesquelles elle comptait pour sa survie. Un jour, des ennemis exploiteraient ces fissures. Parmi le peuple, le choc psychologique fut tout aussi profond. Pendant des années, la justice impériale avait été considérée comme sévère mais équitable. Désormais, avec l'exécution d'un général respecté sur la base d'accusations douteuses, cette confiance commença à s'effriter. Dans les marchés et les maisons de thé, des murmures prirent racine, de discrètes critiques des méthodes de l'empereur, des interrogations sur le fait qu'une telle cruauté puisse réellement être qualifiée de justice. Ce fut le début d'une lente érosion de la loyauté qui, avec le temps, contribuerait à mettre la dynastie à genoux. Dans les salles des lettrés, la réaction fut partagée. Certains penseurs confucéens défendirent la punition, affirmant qu'elle était nécessaire pour préserver l'ordre cosmique. D'autres, à huis clos,
se demandaient si une telle brutalité pouvait réellement s'accorder avec les principes d'un règne bienveillant. Ces débats discrets révélaient une tension croissante entre les conceptions anciennes de l'autorité absolue et de nouvelles visions de la justice fondées sur la proportion et la modération. Au-delà des frontières de la Chine, les dégâts furent encore plus grands. Les commerçants et diplomates étrangers rapportèrent dans leur patrie des récits du sort de Liu Zhanglong, des histoires peintes avec des images d'horreur saisissantes. Aux yeux du monde extérieur, l'Empire apparaissait désormais non seulement puissant, mais d'une barbarie sauvage. Cette image allait ternir la réputation de la Chine pendant des siècles. Même au sein de la cité interdite, l'exécution marqua un tournant dangereux. Si un général de la stature de Liu pouvait tomber si rapidement, alors personne n'était à l'abri. Les ministres et les fonctionnaires de la cour commencèrent à tisser des réseaux complexes d'alliances et de systèmes secrets d'avertissement, cherchant désespérément à détecter le danger politique avant qu'il ne frappe. La paranoïa s'infiltra dans chaque recoin du gouvernement, ralentissant son fonctionnement et affaiblissant sa force. L'exécution transforma également le Lingxi lui-même. Dans les années qui suivirent, le processus devint encore plus formalisé, ses étapes codifiées dans des procédures rigides afin qu'il ne subsiste aucune ambiguïté quant à l'intention impériale. C'était une tentative de draper la sauvagerie dans les habits de la légalité, mais en réalité, cela ne fit que révéler à quel point l'Empire dépendait désormais de la peur pour gouverner. Les archives suggèrent qu'après la mort de Liu, le Lingxi fut utilisé plus souvent et pour un éventail plus large de crimes. Cette extension révélait non pas une force, mais l'incapacité croissante de la cour à gouverner par d'autres moyens que la terreur. En 1905, la lame fut enfin déposée. Le Lingxi fut aboli après plus de 1000 ans. Pourtant, son ombre demeure. Les historiens se débattent encore avec une question obsédante. Comment une civilisation qui offrit au monde tant de splendeur dans l'art, la science et la philosophie put elle aussi embrasser une cruauté aussi délibérée et raffinée? C'est un paradoxe qui nous oblige à affronter les vérités les plus sombres de la nature humaine, le lien troublant entre le pouvoir et la moralité. La psychologie moderne offre des parallèles inconfortables, montrant comment des sociétés entières peuvent en venir à accepter, voire à participer, à des horreurs lorsque celles-ci sont présentées comme de la justice. La ritualisation de la violence, la déshumanisation des victimes, la participation volontaire de citoyens ordinaires, ces schémas ne sont pas des reliques du passé. Ils résonnent encore dans le monde moderne. La vérité dérangeante est la suivante: la capacité à une telle cruauté n'a jamais réellement disparu de la société humaine. Dans les bonnes conditions, l'histoire nous le montre, des personnes ordinaires peuvent devenir les acteurs de crimes extraordinaires. Les archives du Lingxi offrent plus que de simples détails historiques, elles ouvrent une fenêtre sur la psychologie des bourreaux et des témoins. Les hommes qui exécutaient ces peines parlaient souvent de leur art avec un détachement froid et professionnel, à l'abri du poids moral de leurs actes. Les foules, décrites par les observateurs, révèlent une autre vérité, à quel point les dynamiques sociales peuvent transformer des citoyens respectables en spectateurs enthousiastes de la souffrance. Aujourd'hui, les principes modernes des droits humains condamnent sans hésitation le Lingxi comme une violation de la dignité humaine fondamentale. Mais cela soulève des questions inconfortables. Comment devons-nous juger le passé? Comment concilier nos standards moraux avec les forces culturelles, religieuses et politiques qui, autrefois, faisaient paraître une telle brutalité non seulement acceptable, mais vertueuse? La leçon du Lingxi ne se limite pas au passé. Bien que peu d'États modernes appliquent des châtiments aussi extrêmes, le principe sous-jacent, l'usage du spectacle public pour intimider et contrôler, est encore bien vivant sous d'autres formes dans le monde. Étudier cette histoire ne relève pas d'une fascination morbide, il s'agit de reconnaître les signes avant-coureurs d'un pouvoir sans contrôle. Même dans l'éducation, le Lingxi pose un défi. Comment enseigner une telle cruauté sans l'édulcorer ni traumatiser ceux qui l'apprennent? Certains affirment que les détails ne servent à rien. D'autres soutiennent qu'ils sont essentiels, que seule la confrontation avec toute l'ampleur des atrocités historiques peut nous permettre d'espérer éviter leur répétition. En Chine, la mémoire du Lingxi est souvent laissée dans l'ombre. Les récits officiels privilégient les réalisations de l'histoire impériale à ses heures les plus sombres, une mémoire sélective qui reflète une lutte plus large sur la manière dont les sociétés choisissent de se souvenir, et ce qu'elles choisissent d'oublier. Les organisations internationales de défense des droits humains invoquent parfois le Lingxi comme un récit d'avertissement, un rappel de la manière dont la justice peut être pervertie lorsque la dissuasion l'emporte sur la dignité humaine. Mais de telles comparaisons doivent être faites avec précaution, de peur que la complexité de l'histoire ne soit réduite à un simple symbole de barbarie. Au cœur de tout cela se trouve l'histoire du général Liu Zhanglong, et celle d'innombrables autres dont les noms se sont perdus dans le temps. Leur souffrance est un avertissement gravé dans l'histoire. Lorsque le pouvoir devient absolu et que toute responsabilité disparaît, c'est l'humanité elle-même qui est en danger. Si leur douleur nous enseigne quelque chose, c'est que la dignité doit être défendue à tout prix. Se souvenir d'eux, c'est honorer leur humanité, et s'engager à empêcher que de telles horreurs puissent un jour reprendre racine.
Dans un monde où la technologie a amplifié à la fois notre capacité à nous connecter et notre potentiel de cruauté, les leçons du Lingxi ne sont pas les reliques d'un passé lointain. Elles sont un miroir, reflétant ce dont nous sommes capables, et un avertissement sur ce que nous devons absolument empêcher. Le Lingxi est né d'une tempête parfaite, un pouvoir absolu, une hiérarchie incontestée, et le talent humain à justifier même les actes les plus inhumains au nom d'un prétendu bien supérieur. Comprendre cette tempête est peut-être notre meilleure défense pour éviter de la voir se former à nouveau.